Ce matin-là, tout semblait normal. Le soleil se levait doucement sur les eaux calmes d'Hawaï. Les soldats américains vivaient leur routine paisible dans ce petit coin de paradis. Et puis, en quelques minutes, tout a basculé. Le tonnerre des bombes, les flammes qui avalent les cuirassés. Le temps d'un petit déjeuner, l'Amérique était en guerre. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi cette attaque était inimaginable pour les Américains et inévitable pour les Japonais? Pendant des siècles, le Japon a choisi l'isolement, coupé du monde, étranger aux bouleversements qui façonnent la planète. Puis, un jour, les Occidentaux forcent sa réouverture. Le choc est brutal, le pays découvre son retard et sa faiblesse, une humiliation nationale. Et cette humiliation devra être effacée. Alors, au tournant du XXe siècle, le Japon explose. Modernisation fulgurante, armée réformée, industrie en marche. L'archipel sort de sa torpeur et se projette à toute vitesse hors de ses frontières. Sa nouvelle armée modernisée va se mesurer à ses rivaux proches. 1895, victoire contre la Chine. Le Japon annexe Taïwan. 1905, victoire contre la Russie. La Russie reconnaît la prépondérance japonaise en Corée, ouvrant la voie au protectorat, puis à l'annexion formelle en 1910. Lors de la Première Guerre mondiale, les Japonais choisissent l'alliance avec l'Angleterre. Exploitant la défaite allemande, le Japon s'empare des possessions allemandes en Chine et dans le Pacifique, Qingdao, île Marshall, Marianne, Caroline. Autant de bases et de relais stratégiques dispersés dans l'océan. À la fin de la guerre, le Japon est du côté des vainqueurs. Mais derrière les sourires diplomatiques, une inquiétude grandit déjà à Washington. Pendant que l'Europe se reconstruit, Tokyo avance. 1922. Les grandes puissances se retrouvent à la conférence de Washington. Objectif: mettre fin à la course aux armements dans le Pacifique en imposant des quotas de tonnage aux flottes militaires. L'accord final laisse Tokyo amer. La flotte japonaise est limitée aux 3/5 des flottes américaines et anglaises. Les anglo-saxons font valoir leur besoin de couvrir plusieurs océans. Accepté comme compromis, l'accord est ressenti comme une gifle par les cercles militaires. Le message est clair: tu es une puissance régionale, pas mondiale. Mais en Asie, le Japon avance sans réel adversaire à sa mesure. La Chine est déchirée par ses propres guerres, la Russie affaiblie. Quant au Royaume-Uni et ses colonies, il reste encore un allié, même si la méfiance grandit. Mais vers l'Est, tout est différent, car l'expansionnisme japonais bute contre la sphère d'influence américaine. Deux trajectoires opposées, deux puissances lancées l'une vers l'autre. Inévitablement, la collision approche. Officiellement, tout va bien. Les Américains et les Japonais sont alliés, mais dans les faits, chacun prépare la suite. Car l'Empire nippon et l'Occident ne font que s'éloigner politiquement. La crise économique de 1929 fragilise les modèles occidentaux et nourrit le rejet. Dans les années qui suivent, les voix modérées s'effacent, les militaristes s'imposent, l'armée et la marine prennent un poids politique croissant jusqu'à devenir un État dans l'État. Officiers jeunes et radicaux bousculent les élites, des ministres modérés sont assassinés et la politique extérieure se radicalise. De l'autre côté du Pacifique, le président Roosevelt arrive au pouvoir. Il tiendra 12 ans à la tête des États-Unis. Un record. Face au Japon, il le sait, tôt ou tard, l'affrontement est inévitable. Mais il n'a pas les mains libres, l'Amérique veut la paix. Fatigué des tranchées et des guerres lointaines, le pays se replie sur lui-même, l'isolationnisme domine. Alors Roosevelt change de méthode. Discret, calculateur, il avance masqué. Il prépare son pays à la guerre, sans jamais prononcer le mot. Deux nations, deux visions du monde, et un terrain pour régler leurs comptes. Le Japon regarde vers la Chine, une terre immense, riche et affaiblie, une proie idéale. Les États-Unis, eux, voient les choses autrement. Ils veulent une Chine ouverte, un marché libre, des ports accessibles à tous. En 1931, le Japon passe à l'action. Les armées impériales envahissent la Mandchourie. Et quelques années plus tard, le Japon s'enfonce plus loin encore dans la guerre contre la Chine. Une guerre sale, longue et sanglante. Pendant ce temps, les Américains soutiennent matériellement les Chinois. C'est pour cette raison que l'alliance anglo-japonaise de la Grande Guerre appartient maintenant au passé. Tokyo se tourne vers l'Europe fasciste. Le pacte anti-Comintern est signé avec l'Allemagne et l'Italie en 1936. Hélas, ces alliés sont éloignés et peu fiables. Ils consolident surtout l'isolement diplomatique du Japon vis-à-vis des puissances démocratiques. Ainsi, l'impérialisme japonais bute sur une réalité simple et implacable. Le pays est seul et manque de ressources.
L'archipel est riche en industrie et en main-d'œuvre, mais pauvre en matières premières essentielles à la machine de guerre moderne. Ses besoins vitaux se trouvent éparpillés dans toute l'Asie. Pétrole principalement en Indonésie, caoutchouc en Malaisie britannique, minerais en Mandchourie et autres régions de Chine, céréales et denrées agricoles partout où cela est possible. Mais pour chaque ressource, un obstacle se trouve en travers de la route. Les colonies européennes et les intérêts américains se dressent sur la route des ambitions japonaises. L'Empire britannique en Birmanie, le protectorat américain aux Philippines, l'Indochine française. Ce point faible n'échappe pas à Roosevelt. Face à l'expansion japonaise, Washington réagit par des sanctions, puis un embargo pétrolier en 1941. Privé de pétrole, le Japon voit son horizon se rétrécir. Ses réserves s'amenuisent et ne suffiront pas pour une guerre longue. Coincé entre ses ambitions impériales et ses besoins vitaux, et persuadé qu'il n'y a pas d'autre issue, le Japon en vient à considérer l'élimination de la puissance américaine dans le Pacifique comme une condition sine qua non de sa survie. Pearl Harbor s'inscrit dans cette logique. Neutraliser la flotte américaine pour gagner le temps nécessaire à la conquête des ressources d'Asie du Sud-Est. L'attaque de Pearl Harbor porte la marque de l'amiral Isoroku Yamamoto, chef suprême des forces maritimes japonaises. Stratège brillant mais joueur de poker, il veut tenter un coup décisif, détruire la flotte américaine du Pacifique pour libérer la voie à la domination japonaise en Asie. Il est pourtant parfaitement lucide sur l'impossibilité de vaincre les Américains à long terme. Yamamoto lâche une phrase comme une prophétie. Pendant 6 mois à 1 an après le début des hostilités, j'obtiendrai victoire sur victoire. Après cela, je ne garantis rien. Mais c'est un soldat loyal et il a reçu ses ordres. Son objectif, neutraliser les États-Unis pendant 6 mois, le temps pour Tokyo de conquérir l'Asie du Sud-Est et de sécuriser pétrole, caoutchouc et minerais. La mise au point pratique de l'opération est confiée au capitaine de corvette Genda Minoru, un esprit brillant, jeune, audacieux. Entre lui et Yamamoto, les visions divergent. Yamamoto veut frapper les cuirassés, symboles absolus de la puissance navale. Les couler, c'est frapper l'Amérique en plein cœur et briser son moral, avant même qu'elle ne riposte. Genda, lui, voit plus loin. L'avenir est dans les forces aéronavales. Les porte-avions sont la clé. Celui qui contrôle le ciel contrôle la mer. Située à Hawaï, l'île d'Oahu abrite la flotte américaine du Pacifique, dans la base de Pearl Harbor. C'est une tête de pont au milieu de l'océan qui permet aux Américains de rayonner dans toute la zone. Comme toutes les îles stratégiques, c'est un point d'appui vital. Qui contrôle Hawaï tient le centre du Pacifique. Yamamoto veut y porter le coup de massue. Dans le froid des îles Kuriles, au nord du Japon, une armada se met en marche. 6 porte-avions et leurs navires d'escorte quittent le Japon dans le secret absolu. Ils franchissent 6000 km en 12 jours. Le 6 décembre au soir, la flotte japonaise atteint son point de lancement. Le lendemain matin, à Pearl Harbor, le monde va basculer. 7 décembre 1941, à 7h51, l'attaque commence. 350 avions décollent des porte-avions. Ils partent en 2 vagues d'assaut, successives et coordonnées. 2 familles d'avions se partagent la mission. Les bombardiers torpilleurs, lents, mais capables de frapper sous la ligne de flottaison, l'endroit où un cuirassé est le plus vulnérable. Et les bombardiers en piqué, rapides, précis, faits pour abattre un porte-avions depuis le ciel. Des chasseurs les accompagnent, boucliers et lames. Ils protègent et nettoient la route. Coordination bancale, préparation irréaliste, stratégie divisée. Les failles du plan japonais explosent au grand jour, en plein cœur de l'opération. Le plan était simple. Si l'effet de surprise est acquis, les bombardiers torpilleurs, lents, vulnérables mais meurtriers, passent en tête et frappent les cuirassés. Sinon, ce sont les bombardiers en piqué qui ouvrent le feu, attirent la défense, détournent l'attention. Hélas, ils n'avaient pas tous de radio, pas de liaison fiable à 3000 km en pleine mer. Alors comment prévenir 350 avions que la surprise est totale? La solution choisie. Un tir de fusée pour dire que la surprise est acquise. 2 fusées pour dire qu'elle est compromise. Mais ce matin-là, le chef de formation voit la base endormie et tire une première fusée. Inquiet que certains ne l'aient pas vue, il en tire une deuxième pour se rassurer. Ordre, contre-ordre, confusion. Résultat, toutes les formations attaquent en même temps. Elles se gênent, se bousculent, se marchent dessus. Et ce petit geste, 2 fusées dans le ciel, suffit à transformer une attaque planifiée en une opération chaotique. Les torpilleurs foncent l'un derrière l'autre sur les cuirassés. Devant eux, 4 mastodontes américains au mouillage, alignés en file indienne.
Les avions japonais arrivent perpendiculairement, mais au lieu de frapper partout, ils concentrent leurs tirs. Les navires du centre encaissent une pluie de torpilles. Les cuirassés aux extrémités, presque épargnés. Une erreur de répartition qui coûte cher à l'efficacité de l'attaque. Par un coup du destin, aucun porte-avions n'est là. Tous sont sortis en mer. Les Japonais, eux, arrivent confiants, prêts à frapper fort, mais leurs cibles ont disparu. Les bombardiers en piqué tournent dans le ciel, cherchant quoi viser. Alors ils se rabattent sur les cuirassés. Mais là encore, leurs bombes sont trop légères pour percer les blindages. Les Japonais frappent, oui, mais ils ne percent pas. Finalement, à 9h45, les Japonais quittent la base après 2 heures d'assaut. L'objectif stratégique ? Raté. Les porte-avions, les vrais maîtres de la guerre du Pacifique, sont intacts. 3 cuirassés seulement sont coulés pour de bon. 18 navires touchés, mais presque tous reprendront la mer, les uns après les autres. Seule vraie réussite, les aérodromes. 198 avions détruits. Et surtout, 2400 morts américains. Mais l'effet réel est ailleurs. Le choc psychologique. Les États-Unis découvrent qu'ils ne sont pas invulnérables. Pour la première fois, leur sol est frappé directement à des milliers de kilomètres du Japon. En frappant Pearl Harbor, le Japon pense avoir gagné. Mais en réalité, il vient de signer sa perte, parce qu'en une matinée, l'Amérique change de visage. Fini l'isolationnisme. Fini la paix confortable. L'attaque réveille un géant. Au lieu de briser la volonté américaine, Pearl Harbor va souder la nation tout entière. Dès le lendemain, le 8 décembre, Roosevelt frappe fort. Son discours, le fameux Day of Infamy, galvanise le Congrès et l'opinion. Les États-Unis entrent en guerre, d'un seul bloc. L'industrie tourne à plein régime, les arsenaux crachent l'acier jour et nuit. Là où le Japon compte ses ressources, les États-Unis les multiplient. Dans le Pacifique, un homme prend alors les commandes, Chester Nimitz. Stratège calme, moderne, implacable. Il réinvente la flotte du Pacifique, forge une armée nouvelle, mobile, redoutable. Et c'est lui qui mènera la reconquête, pas à pas, jusqu'à la victoire finale.